Yaurana, merci de nous retrouver sur TNTV pour votre journal de ce mardi 2 septembre, au sommaire de ce soir. On commence par une bonne nouvelle pour la santé. Arrivé presque à saturation le mois dernier, le CHPF repasse dans le vert. La direction de l'hôpital a décidé d'en profiter pour réorganiser les services. En politique, la réforme des conditions d'affiliation au RNS a été votée hier soir à l'Assemblée. Le texte ne fait pas l'unanimité, loin de là. L'opposition envisage déjà un recours. Pour en parler, nous recevons Nicole Sanquer, représentante non inscrite à l'Assemblée de la Polynésie française. Les professionnels de la vape se mobilisent. Ils prévoient de lancer un recours contre l'interdiction des cigarettes électroniques votée à l'Assemblée en fin de semaine dernière. Et on finira en beauté. Au Rarumatei, on célèbre aujourd'hui le cocotier à Raiatea, une journée pour fêter l'arbre de vie à découvrir ensemble dans ce journal. C'est une actualité qui va en rassurer plus d'un. Le CHPF a abaissé son niveau de vigilance. Une semaine après avoir frôlé la saturation, les équipes soufflent. Mais pas question de relâcher les efforts. La direction annonce une réorganisation des services pour une meilleure prise en charge des patients. Reportage signé Nicolas Pérez. Une semaine après avoir alerté la population sur la saturation de ses services, le CHPF repasse au vert. Un soulagement pour les équipes de l'hôpital qui, malgré cette accalmie, ne baissent pas la garde. Depuis le mois de juillet, Hani Terepaia et ses cadres ont lancé un nouveau plan d'accueil, Mavemai. Une réorganisation totale des services pour améliorer le quotidien des patients. Oui, c'est améliorer le flux entrant avec une meilleure répartition par service selon les besoins de la population par rapport aux pathologies et améliorer aussi le flux sortant avec une plus forte collaboration étroite avec les autres structures de santé. Une solution aussi pour être plus à l'écoute du personnel soignant. Ça permet aussi aux soignants de poser leurs problèmes, leurs difficultés, de poser aussi les solutions à ces difficultés qu'eux-mêmes savent comment les résoudre. Et ça leur donne l'occasion de redonner du sens à leur travail à l'hôpital et j'espère les faire rester. Au cœur de cette refondation, Marion, bed manager. Comprenez, gestionnaire des flux. Téléphone à la main et ordinateur dans l'autre, elle a dû user de pragmatisme pour arriver à ses fins. Donc ça a été un vrai travail de jeu de chaises musicales finalement, de savoir quel est le service qui allait avoir plus de lits et malheureusement ceux qui allaient avoir un petit peu moins, mais parce que leur activité en tout cas était plus basse que certains services. Car l'idée est bien de remettre de la logique dans l'aménagement des services. À l'image de la maternité qui perd 10 lits sur les 60 dont elle disposait, du fait que la population fait moins d'enfants. A contrario, la maternité deviendra un pôle de la femme et de l'enfant en intégrant le service gynécologie, service qui était auparavant situé à l'autre bout de l'hôpital. Une décision prise collégialement. Ce n'est pas des tableaux Excel qui ont délimité ce qu'il allait avoir besoin, ce n'est pas du pourcentage. C'est vraiment en allant à la rencontre des soignants, en allant à la rencontre des médecins, mais également des patients ou bien des structures extra-hospitalières qui nous envoient les patients. C'est savoir voilà, qu'est-ce qu'eux nous peuvent nous proposer ou en tout cas nous suggérer en termes d'amélioration. Une dynamique qui porte déjà ses fruits. On a gagné énormément sur la satisfaction des patients. Les agents aussi se sentent beaucoup moins en pression, en tout cas c'est ce qu'ils nous transmettent. Donc on veut continuer sur ce modèle, on veut l'agrandir pour pouvoir répondre en fait à tous ces besoins des patients, de la population polynésienne qui va venir. Ce plan Mavemai devrait s'achever d'ici la fin de l'année sans coûter un franc de plus au CHPF. On passe maintenant à la politique. Après des heures de débats et de vifs échanges, l'Assemblée a validé hier soir la réforme du régime des non-salariés. Un vote qui a divisé. La majorité met en avant la justice sociale, mais l'opposition dénonce un texte complexe et déjà en sursis. On fait le point avec Laure Philibert.
37 voix pour, 20 contre. Le texte sur la réforme des conditions d'affiliation au RNS a fini par être adopté lundi soir. Un vote laborieux après des heures d'explication de texte qui n'ont pas convaincu l'opposition. Une élue de la majorité a elle aussi refusé de le soutenir. On est complètement perdu. En 2 alinéas, on nous ramène à 4 pages différentes de manière très illisible. Est-ce qu'il y aura un réel accompagnement pour aider nos petits professionnels? Je plains les personnes qui devront constituer leur dossier. Parce que vu justement tout ce qu'il y a à fournir, et puis on sait très bien que les Polynésiens n'aiment pas faire tout ce qui est paperasse et dossiers, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tomber sur le coup de l'amende. Auteurs d'un amendement, les non-inscrits ont tenté de reporter la mise en application de la loi, sans succès. Quel est le rôle de l'Assemblée, indépendamment du gouvernement? C'est de voter les lois, bien sûr, mais c'est de contrôler l'action du gouvernement, en faisant en sorte qu'il sera applicable, non pas tout de suite, mais dans quelques mois. Est-ce que ça va poser un problème budgétaire pour le pays? Non. On arrive effectivement à la fin de l'examen de ce texte. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est un long fleuve, mais pas tranquille. On a, au fil des ans, dans notre pays, développé une bombe à retardement sur laquelle, finalement, on ne s'est pas tellement posé de questions. Il s'appelle le Moniruau. Le Moniruau, si on ne fait rien, dans quelques années, ça va être complètement impossible à gérer. Présentée par le gouvernement comme indispensable, cette réforme a vocation à pérenniser la protection sociale et à proposer un régime plus juste. Je ne vais pas déposer un recours contre mon gouvernement. Je voulais simplement dire qu'il y a encore des efforts à faire pour qu'il y ait une justice sociale dans ce pays. Et merci à vous tous, parce qu'on était dans un climat apaisé ce soir pour finir ce texte. Et je crois que c'était le plus important. Cette première séance de la session extraordinaire doit se poursuivre jeudi avec l'étude des 2 derniers textes présentés par Cédric Mercadal. Quant à la réforme du RNS, elle pourrait faire l'objet de recours de l'opposition et de la CPME. Pour parler de cette réforme, nous recevons ce soir Nicole Sanquer, représentante non inscrite à l'Assemblée. Nicole Sanquer, bonsoir. Bonsoir Rémiki et bonsoir à toute la population qui nous regarde ce soir. L'hypothèse d'un recours devant le Conseil d'État a été avancée, vous confirmez ? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on est en train de travailler sur un possible recours parce que nous estimons que cette loi, elle n'est pas du tout dans l'objectif que le gouvernement nous a dit, c'est-à-dire cette justice sociale, cette équité. Bien au contraire, aujourd'hui, cette loi touche 25 000 personnes avec des personnes du RSPF qui vont passer au RNS et vont perdre le bénéfice des aides du RSPF. Et puis ces salariés qui ont pris une patente pour pouvoir améliorer leurs revenus, qui devront encore cotiser à la CPS alors qu'ils ont déjà une couverture sociale sans avoir de véritables droits. On l'a expliqué, aujourd'hui il n'y a pas d'urgence, on a vu que tout le monde était plutôt contre, à part le Tavini. Et donc, c'est pour ça qu'on a posé cet amendement, pour pouvoir justement reculer la promulgation de cette loi, pour prendre le temps d'avertir ceux qui, demain, vont voir leur régime changer du RSPF au RNS. C'est pas du tout pareil, il faudra cotiser. Donc, le gouvernement propose de prendre en charge pendant un temps, mais à la fin, pour nous, il s'agit bien d'un impôt sur le revenu. Alors, vous évoquiez l'équité. Justement, le gouvernement insiste sur l'équité, les aides sociales harmonisées. Ces arguments ne sont pas plausibles pour vous ? Non, pas du tout, parce que quand vous prenez des personnes, c'est-à-dire ceux qui ont une patente et qui ont très peu de revenus et que vous les mettez au RNS, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus ces aides issues du RSPF, où est l'équité à ce moment-là? Et quand vous venez encore taxer des personnes qui travaillent, qui payent déjà leur cotisation à la CPS, c'est venir leur imposer un prélèvement supplémentaire sans leur proposer aucun nouveau droit, non. Et aujourd'hui, même dans l'application de cette loi, il y a les petits patentés qui gagnent très peu, pour qui le texte va être appliqué
demain, c'est-à-dire dans un mois après la promulgation de la loi. Et d'un autre côté, en 2027, c'est une autre partie du RSPF, donc les pêcheurs, les artisans, les agriculteurs qui vont y aller. Où est l'équité à ce moment-là? La loi, elle est pour tout le monde. J'aimerais qu'on revienne sur le recours. Quel est le calendrier ? Non, de toute façon, nous, en tant que représentants à l'Assemblée, au niveau calendrier, donc, on a un mois pour déposer le recours. Il faut être 6 signataires. Donc, c'est vrai que le texte est très complexe. Il y a des articles qui, à notre sens, peuvent être attaqués. Par exemple, l'article 1 oblige le pays à venir équilibrer chaque année ce régime, mais sans plafond. C'est-à-dire que dès qu'on commence à étudier le budget, le ministre des Finances, il doit financer le déséquilibre du RNS s'il y en avait. Donc oui, il y a des articles quand même qui ont matière à recours. Alors, le texte a été validé par 37 voix contre 20. Pourquoi ne pas respecter le vote de la majorité? Parce que ce texte n'est pas bon. La population, pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon? Il n'est pas bon parce que le gouvernement va décider pour toi. Il y a des affiliés d'office que tu changes de régime. Ils décident pour toi de t'imposer une cotisation alors que tu es déjà couvert par une assurance maladie. Donc ce texte n'est pas bon et on n'a pas eu le temps d'informer la population et tout le monde devra déclarer tous ses revenus à la CPS. Les revenus qui sont visés dans cette loi sont déjà impactés par les impôts. Ces déclarations sont faites, mais au niveau des impôts. Et aujourd'hui, la CPS va faire plus et va demander à chacun de déclarer tous ses impôts. Donc, alors, une dernière question. Un autre recours est en préparation, celui des professionnels de la VAP. Vous aviez vous-même voté contre. Pourquoi ? Nous avons voté contre parce que c'est un amendement qui est sorti de nulle part comme une surenchère politique sans avoir consulté tous ceux qui sont dans le commerce de la VAPO. Et aujourd'hui, les chiffres sont clairs. Ce qui tue, c'est la cigarette. Donc, s'il fallait interdire quelque chose, c'était la cigarette. Aujourd'hui, on a fait de la surenchère politique et je comprends qu'ils fassent un recours parce que demain, ils devront fermer boutique. Et il y a la responsabilité des parents. On parle souvent pourquoi les jeunes ont recours à la VAPO, mais la VAPO, ce n'est pas gratuit. Donc, il y a bien aussi une responsabilité de chacun dans ce texte-là. Et justement, ceux qui vont porter recours étaient d'accord avec la loi initiale. Et on est venu finalement leur couper leur société par un amendement uniquement politique. Merci Nicole Sanquer d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. C'est un dossier qualifié d'horreur absolue par le procureur. Ce matin, un homme de 39 ans comparaissait au tribunal correctionnel pour avoir prostitué sa compagne pendant 5 ans. Avec l'argent, il s'achetait de l'ice et de l'alcool. La jeune femme âgée de 17 ans au début des faits était régulièrement battue. Le compte-rendu de Sam Teinaouré. Le viol en réunion avait motivé l'enquête préliminaire. Au fil de la procédure, seuls les chefs de proxénétisme et de violence volontaire avaient été finalement retenus. Au début de sa plaidoirie, l'avocat de la victime avait qualifié le dossier de féminicide moral. La cour d'assises n'était pas compétente pour statuer sur les faits de proxénétisme, puisqu'il n'y a que le proxénétisme qui a été retenu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un dossier particulièrement difficile que le tribunal a jugé. C'est véritablement le calvaire d'une jeune femme qui était sous emprise et qui a subi la violence physique, psychologique et sexuelle de son compagnon. La victime n'a pas souhaité être présente ce matin par peur de représailles de son ancien compagnon. Lors de leur dernière confrontation, l'homme avait demandé pardon à la jeune fille qui n'avait que 17 ans au début de leur relation. C'était un toxicomane à l'époque de sa relation avec cette jeune fille et que je ne suis pas convaincue que lui-même se rendait compte qu'il avait une potentielle emprise sur cette dernière. Donc voilà, j'ai juste voulu rappeler ces éléments, que bien évidemment ça ne remet pas en cause ce qu'il a fait, ce qui s'est déroulé, mais j'insistais juste sur le point qu'on ne pouvait pas parler de viol dans ce dossier, mais sans remettre en cause que cette jeune fille reste bien évidemment une victime et qu'elle a certainement un lourd préjudice.
Le prévenu a été condamné à 5 ans de prison ferme dans 6 mois avec sursis. Les 3 années de détention provisoire déjà effectuées en sont déduites, ce qui ramène la peine à 1 an et demi de prison. Le prévenu peut bénéficier d'un bracelet électronique. Le vieux Taporo 7 au cœur d'une affaire portée au tribunal administratif. Le navire, qui n'est plus en état de naviguer, est à quai depuis des années à Motuuta. Son armateur veut l'immerger par 3000 mètres de fond. Une demande refusée par le pays et le haut-commissaire. La juridiction rendra sa décision le 16 septembre. On écoute l'avocat de la compagnie maritime, Hubert Lenoir. Vous nous demandez de faire partir le Taporo 7, vous ne donnez pas les moyens de l'enlever. Et je dis, on ne peut pas l'emmener à l'autre bout du monde pour le recycler, parce que de toute façon, il y a de forts risques qu'il y ait un naufrage auparavant. Donc le problème se retrouverait. Donc donnez-nous l'autorisation comme c'est prévu par les réglementations, avec des points précis. Nous, on garantit que c'est dépollué. Et après, le bateau sera immergé à 3000 mètres de mer. Et en principe, les études le montrent, lorsque le bateau est très correctement dépollué, il n'y a plus de risque. Et on reprend le dossier devant le haut-commissaire. On dit, bon, maintenant, le haut-commissaire vient entendre le tribunal. Vous ne pouvez pas vous refuser comme ça par pratique. Vous devez nous demander quelles pièces vous estimez nécessaires pour autoriser une immersion en haute mer. Nous vous l'annoncions hier, les professionnels de la VAP contre-attaquent. Réunis ce matin, ils se disent déterminés à lancer un recours au Conseil d'État contre l'interdiction des produits de vapotage. Ils dénoncent une décision hâtive qui porte atteinte à la liberté du commerce. Sophie Guébel, Jeanne Tinoroy. À nos réunions organisées par la FGC, par le MEDEF, par le ministère de la Santé. 4 jours après l'amendement voté à l'Assemblée de Polynésie, les professionnels du secteur se fédèrent pour espérer ne pas mettre la clé sous la porte. Autour de la table, chacun exprime ses inquiétudes, mais surtout son étonnement face à la décision des élus. Plutôt une surprise et un grand étonnement parce que, je le rappelle encore, il y a eu tout un travail de fond avec les services de la santé. Ils ont attendu la séance plénière sous l'impulsion d'une élue pour voter des amendements qui, à mon sens, n'ont pas de bien fondé ou même de fiabilité juridique. Une décision qui a pris de court les professionnels, pourtant favorables à une réglementation plus sévère de leur secteur d'activité. Ces derniers annoncent contre-attaquer. Nous attendons uniquement la publication au journal officiel afin de pouvoir travailler sur l'amendement qui a été pendu vendredi dernier. Donc notre juriste est en collaboration avec des avocats de Paris afin de pouvoir contester directement au Conseil d'État. On va tous se serrer les coudes, tous ensemble, les sociétés de vapotage, afin de pouvoir trouver une solution. Et surtout, aider le pays à ne pas sacrifier nos sociétés. Invoqué à l'Assemblée pour expliquer cet amendement, l'usage détourné des cigarettes électroniques par les jeunes pour la consommation de drogue. Un argument qui laisse Maître Eftimi dubitative. Sur le plan juridique, la liberté du commerce est clairement engagée. Idéologiquement, je suis assez d'accord avec l'idée qu'on pourrait se poser la question s'il ne faut pas interdire les cuillères et les briquets pour éviter la consommation d'ice qui paraît un peu absurde. Et je suis étonnée que cette absurdité n'ait pas un peu sauté aux yeux de l'Assemblée de la Polynésie française. Quand on limite la liberté du commerce et de l'industrie, il faut poursuivre un but d'intérêt général. Si le but poursuivi est celui de la santé, le juge doit regarder que les moyens qui sont mis en œuvre pour poursuivre ce but sont adéquats. Il est possible quand même que le juge se pose la question de savoir si c'est adéquat de supprimer simplement un des moyens, des multiples moyens de consommer de l'ice et qui peut être n'importe lequel, y compris la cuillère et le briquet. En attendant de déposer un recours devant le Conseil d'État, des discussions entre les professionnels de la VAP et le MEDEF doivent avoir lieu ce jeudi. Devoir de mémoire ce matin au monument aux morts. Les autorités du pays et de l'État commémoraient la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une date importante qui marque aussi la création du bataillon du Pacifique. Les fameux Tamari volontaires se sont illustrés lors de batailles stratégiques pour la libération de la France. On écoute Jacques Joly, un des plus anciens porte-drapeaux, au micro de Sam Teinaouri. Le 11 novembre prochain, ça fera 40 ans que je fais le porte-drapeau. Ça fait des années, beaucoup d'années, beaucoup de cérémonies, toujours avec la même émotion,
parce que quand on fait une cérémonie, c'est toujours dans un devoir de mémoire pour nos anciens, pour ceux qui sont battus pour la liberté. Et c'est un grand hommage qu'on leur rend aujourd'hui. Et ça donne des frissons de penser à tous ces gens qui se sont battus, qui ont quitté leurs îles, leur pays, leur famille, pour aller dans des endroits pas possibles, dans des guerres impitoyables. Et c'est tout à fait normal qu'on leur rende un grand hommage aujourd'hui. Direction les Raromatei, où on célèbre l'arbre de vie à Raiatea. La deuxième édition de la journée du cocotier s'est tenue aujourd'hui sur l'île sacrée. Une trentaine d'artistes, de producteurs et de professionnels étaient réunis pour mettre en lumière toutes les richesses offertes par le cocotier. Jessica Doucet. Il y a encore quelques décennies, le cocotier servait avant tout à la production de copra, ressource vitale pour les habitants des archipels. Aujourd'hui, sa transformation s'est largement diversifiée, de la cuisine aux cosmétiques en passant par l'agriculture et le snacking. Rien ne se perd, tout se transforme. J'utilise l'huile de coco vierge. L'huile de coco développe les molécules du parfum et intensifie au niveau de l'expérience olfactive. Voilà, donc on a vraiment une très belle diffusion. J'en fais de la bourre de coco broyée. Je l'utilise en paillage, donc moins d'arrosage. Il y a des techniques comme ça où ça garde l'humidité, ça protège le sol et en même temps ça amende le sol, quoi. Des savoir-faire qui témoignent d'un dynamisme économique nouveau. La transformation du cocotier connaît un véritable essor, notamment dans les îles, une évolution saluée par la CAPL. C'est une évolution qui va de l'avant, donc c'est bien. Donc, comme je disais à chaque fois au niveau de la Chambre d'agriculture, si nous voulons développer cette transition alimentaire, cette souveraineté alimentaire, il faut faire de la transformation. Pourtant, cette vitalité n'a de sens que si la ressource, elle, est protégée. C'est la mission du champ semencier de Faroua, véritable cœur battant de la régénération. L'importance de ce champ semencier, je dirais tout d'abord, il est historique, puisque c'est ce champ semencier qui a permis de produire les hybrides dits modernes, avec l'essor du copra, notamment au Tuamotu-Gambier. Mais il a aussi un rôle de conservation pour éviter de perdre la génétique, puisque comme tout le monde le sait, lorsqu'on recroise trop de variétés entre elles, on va perdre leur qualité génétique. La journée s'est clôturée dans la symbolique, la mise en terre de jeunes cocos germés, un geste simple mais porteur d'avenir qui incarne la promesse d'un arbre de vie durable au service des générations futures. Et pour finir, un sujet pour les fins gourmands. Un congrès international entièrement dédié à l'huître tropicale a démarré hier matin à l'université. Des chercheurs et des professionnels réunis pour échanger sur cette filière aquacole à fort potentiel. Reportage Mereteato, Veitia Renauta et Olivier Huc. 6,4 millions de tonnes d'huîtres ont été produites dans des zones tempérées en 2024 et la Chine produit 86% de la production mondiale. En Polynésie, 120 tonnes sont importées, dont 4 en produits frais, alors qu'il existe 2 variétés d'huîtres de roche comestibles. Ce matin, un congrès international a rassemblé plus d'une dizaine de pays du Pacifique, du Brésil, de Malaisie et du Bangladesh. Tous ces intervenants viennent partager leur savoir-faire et viennent prendre de l'information pour pouvoir développer chez eux quand ils n'ont pas encore commencé. En fait, on est dans les développements, on est à la pointe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on organise ce congrès. Le premier a été organisé par nos collègues australiens à Darwin en 2023. Et nous organisons le second ici à Tahiti parce que nous avons bien progressé et nous avons des choses à partager. Lancé en 2019, le projet Austria-PAC vise à relancer une filière d'huîtres de bouche au fénois, de l'écloserie à l'assiette. Après une phase de recherche fondamentale, le projet présente désormais des perspectives concrètes de production et de mise en marché. Alors les 2 premiers jours sont consacrés en fait aux présentations des différents pays. Ils vont nous expliquer ce qu'ils font chez eux. C'est ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Et puis après, mercredi, nous irons à Vairao, où on présentera nos infrastructures pour leur montrer ce que nous faisons concrètement. À Tahiti, les premières productions commerciales pilotes d'huîtres tropicales sont attendues en 2026.
C'est la fin de ce journal. Maururu Metei pour votre fidélité. Juste après ce journal, Cine Nui signe son grand retour avec une édition spéciale Blockbuster, suivie de 2 épisodes de NCIS Los Angeles. Très belle soirée à tous. Rendez-vous demain même heure sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.